À travers la session de ce matin qui étudiait les migrations, on a abordé un phénomène plus large qui est celui de transition démographique et qui se caractérise depuis un certain nombre de décennies dans les pays les plus développés et plus récemment dans les pays en développement, à la fois par une baisse de la fertilité et par une augmentation de l'espérance de vie. Ces mutations vont avoir des impacts déterminants à la fois sur l'offre et sur la demande pour les biens et services, pour l'épargne et, d'après ce qu'on a vu ce matin, aussi sur le marché des populations, puisqu'on a vu qu'il était possible de concevoir, si on le souhaitait, une offre et une demande dans le domaine des migrations. Et ce qui nous importe cet après-midi, c'est d'analyser les impacts et les possibles leviers de ces mutations sur la croissance et sur l'emploi. Alors pour ça, dans cette première partie de présentation de papier, la seconde partie sera organisée par Alain Villemeur juste après. On s'attachera dans un premier temps à analyser les enjeux de ces mutations démographiques et à voir à quels phénomènes ces mutations démographiques peuvent être dues. On a généralement tendance à dire que le vieillissement de la population va augmenter l'horizon de l'investissement dans le capital humain et donc l'éducation. Et le premier papier qui est présenté par Fabrice Murtin analyse en fait un processus qui correspond à l'autre sens, dans lequel il est montré que l'éducation elle-même est un phénomène tout à fait déterminant dans la transition démographique, puisqu'elle a un impact fort à la fois sur la fertilité et sur l'espérance de vie. Ensuite, on s'attachera plus spécifiquement aux leviers d'action sur la croissance. Et Philippe Aghion présentera un papier montrant l'impact déterminant de la santé, à travers notamment l'espérance de vie, sur la croissance d'un certain nombre de pays, en prenant d'une manière différenciée à la fois les pays de l'OCDE et des pays qui sont hors OCDE. Ensuite, là on parle de croissance, on va s'attacher dans un deuxième temps de cette session aux enjeux de l'épargne. Alors Ghislain Kétani va présenter des éléments justement sur la manière de financer l'économie et la croissance dans une société vieillissante. Et elle va aborder ce sujet à travers l'exemple du capital risque, qui est un mode à la fois innovant et performant, s'il est bien utilisé, pour financer les investissements massifs qui vont être nécessaires dans une économie vieillissante. Et d'une manière plus générale, Philippe Trainard s'intéressera dans un dernier mouvement à l'offre de capitaux dans une économie vieillissante, notamment voir comment les mutations démographiques influent sur l'offre de capitaux et la possibilité de les mobiliser pour des investissements à long terme. Je vous laisse la parole. Alain Villemeur qui interviendra juste après Philippe Aghion, justement, après que Philippe Aghion ait montré l'impact déterminant de la santé sur la croissance. Alain Villemeur soulignera la nécessité justement de cette croissance dans une situation où les dépenses de santé et les dépenses de retraite amputeront de manière très forte, s'il n'y a pas de gain de productivité et s'il n'y a pas de croissance, le pouvoir d'achat des actifs. Merci. Donc Fabrice Murtin. Merci, bonjour à tous. Alors, comment est-ce que ça marche? Bonjour à tous, merci de votre présence. Je vais présenter très rapidement un papier qui a trait aux déterminants de la transition démographique sur le siècle, depuis 1870. Pourquoi s'intéresser à la transition démographique? Premièrement, le déclin de la fertilité peut avoir des conséquences importantes sur la pyramide des âges et diminuer en particulier ce qu'on appelle le ratio de dépendance, la part de la population active. Le déclin de la fertilité peut également avoir pour conséquence d'augmenter la participation des femmes au marché du travail,
une augmentation qu'on a observée historiquement dans tous les pays. Deuxièmement, la deuxième composante de la transition démographique, à savoir l'augmentation de l'espérance de vie, a, comme vous l'avez dit, pour conséquence d'augmenter les investissements en éducation et en épargne. Certes, cette augmentation de la mortalité pose également, cette augmentation de l'espérance de vie pose également des problèmes en termes de ratio de dépendance. Alors, l'idée du papier, c'était un peu de utiliser des données originales sur l'éducation dans les pays, dans 80 pays depuis 1870. Quand je vais parler d'éducation, je vais parler du nombre moyen d'années d'études pour la population âgée entre 15 et 64 ans. Et l'idée du papier, l'idée générale du papier, c'est de regarder les corrélations entre les variables clés du développement économique, à savoir revenus, éducation, fertilité, mortalité, depuis 1870 sur un panel relativement important de pays. Alors, les contributions de ce travail sont les suivantes. Premièrement, c'est la constitution d'une base de données originale qui regroupe le revenu, l'éducation, la mortalité infantile et totale dans 71 pays depuis 1870. C'est de proposer un modèle théorique simple expliquant le déclin de la fertilité, un modèle qui constitue une bonne introduction à cette littérature, et des résultats empiriques, notamment que l'éducation semble être le principal facteur expliquant le déclin de la fertilité. Contrairement à ce qu'on aurait pu penser, le revenu est associé positivement à la fertilité, donc plus de revenus génèrent plus de fertilité, mais simplement pendant les premiers stades du développement économique. Et en ce qui concerne l'augmentation de l'espérance de vie, je trouve que à la fois l'éducation et le revenu sont des déterminants significatifs de l'espérance de vie, mais que l'éducation explique la majeure partie de la variation de l'espérance de vie au cours du siècle. Alors, dans la littérature, le déclin de la fertilité est généralement expliqué. Plusieurs théories coexistent. La première se concentre sur un facteur potentiel qui est le déclin de la mortalité infantile, à savoir dans des environnements où il y a beaucoup de mortalité infantile, les parents choisissent d'avoir une fertilité plus élevée en anticipation de la mortalité d'une partie de leur descendance. La deuxième grande famille de théories se concentre sur le coût d'opportunité de la fertilité. Celui-ci, il est raisonnable de penser que celui-ci augmente au cours du siècle, notamment à cause des lois sur le travail des enfants qui privent les parents d'une source de revenus potentiels. La deuxième raison étant que la préférence des parents pour la qualité des enfants, qualité au sens beckérien, c'est-à-dire l'éducation des enfants, se substituerait à la quantité des enfants. Les théories du déclin de la mortalité au cours du siècle se concentrent en général sur trois facteurs: les innovations médicales, l'augmentation du contenu nutritionnel de la nourriture et l'effet spécifique de l'éducation, qui pourrait passer par une meilleure hygiène en particulier. Alors, je décris simplement les idées du modèle théorique de fertilité. C'est un modèle beckérien qui a les deux propriétés suivantes. La première, c'est de capturer cet arbitrage entre quantité et qualité des enfants. L'idée étant que quand le coût d'opportunité de l'éducation est relativement faible, les parents investissent dans l'éducation des enfants plutôt que dans la fertilité. Le modèle capture également l'effet de remplacement, à savoir l'effet de la mortalité infantile sur la fertilité. Et il explique également
l'observation empirique que dans un certain nombre de pays, on ait observé une courbe en cloche, une courbe en U inversée pour la fertilité. Le modèle permet d'expliquer cette observation empirique. Donc sur les données, alors toutes les statistiques vitales sont tirées soit de Cheney, soit des Nations Unies, soit de Acemoglu-Johnson pour les premiers chiffres concernant l'espérance de vie. Les données d'éducation sont tirées de deux papiers écrits conjointement avec Christian Morisson. Sur ces données, peut-être que je peux rappeler très rapidement un résultat central. Ce résultat étant que pendant les périodes de globalisation, à savoir la première globalisation entre 1870 et 1913 et la deuxième globalisation qu'on est en train de connaître actuellement, on observe un processus de convergence parmi un groupe de pays avancés. Comme vous pouvez le voir ici, dans le graphique du haut, je trace la variation de l'éducation entre 1870 et 1910 en fonction du niveau initial. Vous pouvez constater que pour tous les pays dont le niveau initial est supérieur à 2 années d'études en moyenne dans la population des 15-64, il y a une relation négative entre variation et niveau initial. Rien de tel pendant la période de l'entre-guerres, signe qu'il n'y a pas de phénomène de convergence. Tandis que pour la période plus récente, on observe un processus de convergence, mais bien plus faible. Alors, cela m'amène à vous présenter les données de cet article, notamment la corrélation négative entre le taux de naissance et le niveau d'éducation, une forte corrélation négative. On observe la même corrélation négative entre le log de la natalité et le log du PIB par tête, mais les régressions empiriques vont montrer, le travail empirique va montrer que cette corrélation négative est spécieuse, puisque le revenu sera positivement associé à la natalité. L'espérance de vie en fonction du revenu, on observe une relation positive, mais marginalement décroissante. De même avec l'éducation. Alors, le travail empirique consiste à 2 types de régression. Celle qui concerne la fertilité, je régresse le log du taux de naissance sur l'éducation, un polynôme de degré 3 du log du PIB par travailleur, le log de la mortalité infantile, le log du taux de mortalité, et des contrôles pour la forme de la pyramide des âges. Dans le deuxième type d'exercice, ce qui concerne l'équation de santé, je régresse les variables de santé, à savoir mortalité infantile, taux de mortalité et espérance de vie, sur l'éducation et son carré, puisque l'on observe cette forme concave, le revenu et son carré, plus des contrôles démographiques. Et j'utilise alternativement les moindres carrés ordinaires, les effets fixes et des GMM. Ce qui est intéressant avec les GMM, c'est que on va instrumenter avec des variables retardées 60 ans, 70 ou 80 ans, qui a priori fournissent de bons instruments. Alors les résultats pour la fertilité, dans les moindres carrés ordinaires, toutes les variables sont significatives. Dans les effets fixes, le revenu perd sa significativité, et quand il est significatif dans certaines équations, ce coefficient est strictement positif. Je trouve que le nombre d'années d'études de primaire et de secondaire apparaît être la variable la plus robuste, et elle semble porter l'effet, si vous voulez, de l'éducation sur la fertilité. En particulier, les GMM montrent que l'éducation primaire est la seule variable significative à travers quel que soit le type d'instrument que vous considérez. Et pour vous donner un chiffre, quand l'éducation augmente de 0 à 10 ans, la fertilité
décroît de 40 à 80% suivant les estimations. Alors, pour la mortalité, quel que soit le type de modèle économétrique que vous choisissez, vous allez trouver que le revenu et l'éducation sont des déterminants significatifs de la mortalité infantile, du taux de mortalité et de l'espérance de vie. Mais en termes de magnitude, de valeur absolue du coefficient et d'effet, de taille de l'effet, l'éducation semble expliquer la majeure partie de la variation de l'espérance de vie sur le siècle. Si on interprète ces résultats empiriques, ces corrélations sous la forme d'une causalité, ce qui est encore discutable. Pour conclure, pour vous donner une vue d'ensemble, il y a des déterminants internes qui sont les institutions ou la religion, et des déterminants externes comme la compétition industrielle qui favorisent le développement éducatif des pays au cours du XXe siècle. Au fur et à mesure que l'éducation augmente, la fertilité diminue, ce qui a pour conséquence de diminuer le ratio de dépendance et d'augmenter la participation des femmes. Au fur et à mesure que l'éducation et le revenu augmentent, l'espérance de vie augmente et a pour conséquence d'augmenter les incitations à accumuler de l'épargne et à investir dans l'éducation, ce qui a également pour conséquence d'augmenter la croissance économique. Et je laisse la parole à Philippe, puisque c'est exactement le sujet dont il va traiter maintenant. Merci beaucoup, c'est un plaisir d'être ici. Voilà, donc on continue toujours à parler des travaux de Fabrice, mais je présente. Donc en fait, on s'attaque à la question, qui est une vieille question, est-ce que la santé est bonne ou pas pour la croissance? Est-ce que la santé a une valeur? En fait, il y a toute une série de débats dans une série de pays. On doit tous faire des économies budgétaires, et un des postes, évidemment, qu'on doit considérer, c'est l'assurance maladie, c'est les dépenses de santé, et la question est de savoir jusqu'où faut-il faire les coupes, comment faut-il faire les coupes, et est-ce qu'il y a une perte à les faire. Et donc, on est tous conscients des coûts de la santé, mais je ne crois pas qu'il y ait une très bonne idée de la valeur de la santé, et notamment du potentiel de croissance auquel la santé contribue. Voilà, donc dans ce travail que nous avons fait, en fait, la vision, c'est de dire, en fait, il y a un grand parallèle entre la santé et l'éducation. La santé, c'est une autre forme de capital humain, d'investissement de capital humain que l'éducation, et elle doit être considérée selon des lignes très, très similaires. Alors, il y a eu une série de pays qui sont engagés en développement, notamment dans des programmes de développement de la santé. Il y a les débats dans les pays développés sur les économies de la santé. Donc, la question, est-ce que la santé contribue à la croissance ou pas? Alors, il y a des raisons très logiques pour lesquelles on pourrait penser que la santé est bonne pour la croissance. Une population en bonne santé, c'est comme d'augmenter le facteur travail, quoi. Je veux dire, les gens sont plus présents, travaillent davantage. En tout cas, c'est bon pour le niveau de PIB. Mais également, des gens en bonne santé travaillent plus longtemps, pensent mieux. Ils peuvent avoir davantage d'incitation à s'éduquer s'ils pensent qu'ils vont vivre plus longtemps. Ils apprendront mieux. Donc il y a toute une série de synergies entre l'éducation et la santé. Et vraiment, il y a l'idée que la santé, ça stimule les capacités cognitives. Et donc, en même temps que ça encourage l'épargne de long terme. Donc tous ces éléments-là peuvent donner à penser que la santé est un facteur en tout cas, qui augmente le niveau de PIB et qui peut même augmenter le taux de croissance du PIB. Voilà. Donc en fait, c'est ça que nous avons, c'est cette hypothèse-là. Alors, il y a une littérature, disons, en développement, que je dirais microéconomique,
qui utilisent des expériences naturelles. En particulier, Ted Miguel, qui est un économiste de développement à Berkeley, et mon collègue Michael Kremer ont beaucoup travaillé. Ils ont notamment regardé l'effet de deworming. Alors, c'est quoi? C'est les vers? C'est ça, c'est dans les écoles au Kenya. Et ils ont montré que, en fait, quand on donnait les médicaments pour lutter contre les vers, contre l'absorption des vers, en fait, ça faisait que les enfants allaient davantage à l'école. Et là, maintenant, il vient de sortir une étude en montrant ce que ces enfants sont devenus quand ils entrent sur le marché du travail. Et effectivement, ceux qui ont reçu le traitement, eh bien, ils ont des meilleures carrières, des meilleurs salaires, davantage de revenus, etc. Donc, c'est évident qu'au niveau microéconomique, la santé, c'est très important. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est qu'au niveau macroéconomique, il y a des gens qui ont dit, mais au niveau macroéconomique, c'est pas si clair, parce qu'il peut y avoir des effets malthusiens. C'est-à-dire que si vous soignez la population, eh bien, vous augmentez la population, et d'augmenter la population, ça peut avoir des effets malthusiens. Et pour commencer, ça réduit le produit par tête, parce que vous augmentez le dénominateur, quoi. Mais ça peut avoir d'autres effets malthusiens. Donc il y a beaucoup de gens qui ont essayé de magnifier, notamment Alwyn Young et récemment Acemoglu Johnson, qui ont essayé de magnifier l'importance de ces effets malthusiens. Et ce que nous faisons dans cette étude, c'est de montrer qu'en fait, ils n'ont pas su interpréter les résultats économétriques qu'ils ont obtenus. Voilà, donc ça a été le seul circonstance dans lequel je me suis bagarré avec Daron qui est un co-auteur et un ami, mais là il y a eu en l'occurrence une divergence parce que nous avons démontré que en fait ces résultats étaient parfaitement corrects, mais il n'avait pas compris ce que ces résultats signifiaient. Voilà. Donc en fait, donc ce que nous faisons en fait, c'est de montrer l'importance qu'il y a de la convergence en espérance de vie. Qu'est-ce qu'on fait à Acemoglu Johnson? Ils ont fait une régression à la Lucas. Lucas, qu'est-ce qu'il fait? Il régresse la croissance sur l'augmentation de capital humain. C'est-à-dire qu'il fait une régression où il dit, voilà, le niveau de PIB, dépend du niveau, là je le mets en log, dépend du niveau de capital humain. Donc la croissance du PIB dépend de la croissance du capital humain. C'est-à-dire de dire, en fait, le capital humain, c'est quelque chose qui s'accumule, comme le capital. Et donc, voilà, on crée de la croissance en l'accumulant. Maintenant, il y a une autre vision, qui est la vision que j'appellerais Nelson Phelps, qui est de dire, non, c'est pas tant l'accumulation de capital humain qui contribue à la croissance, mais le niveau même de capital humain. Parce qu'un capital humain mieux éduqué, en meilleure santé, a une meilleure capacité d'absorption des technologies. Et donc, un plus haut niveau de capital humain vous permet de croître plus vite. Ça, c'est la vision Nelson Phelps. Et on peut combiner les deux. C'est ce que Kruger et Lindahl avaient fait pour l'éducation. Et ce que nous faisons dans ce papier, c'est de combiner les deux visions pour la santé. Et c'est très important de combiner les deux visions. Pourquoi? Parce que ne pas mettre l'aspect Nelson Phelps, ne pas contrôler pour le niveau initial de capital humain, ou pour le niveau de capital humain, et juste régresser la croissance du PIB sur la croissance du capital humain, c'est de ne pas prendre en compte un facteur très important qui est en fait la convergence en espérance de vie. Vous voyez, ce qui se passe, c'est qu'il y a ce phénomène-là. C'est-à-dire qu'en fait, plus un pays a une espérance de vie initialement en 1940 qui est faible, plus sa croissance entre 40 et 80 de l'espérance de vie est élevée. Il y a eu en fait une énorme croissance en espérance de vie entre pays, beaucoup plus importante en fait que la convergence. La convergence en espérance de vie est beaucoup plus importante que la convergence en PIB. Donc c'est un phénomène très important. Et pourquoi c'est important? Parce que, en fait, la convergence, on peut l'écrire comme ça. On peut écrire H point, qui est l'augmentation du niveau d'espérance de vie, est égal à moins rho H plus une constante. Quand on régresse directement Y sur H, donc Y point sur H point, qu'on ne prend pas en compte le fait qu'en fait il y a convergence, et qu'on ne prend pas en compte le fait qu'il y a une influence du niveau d'espérance de vie, en fait, le coefficient qui est proportionnel à H point, capture en fait la convergence. Vous voyez, c'est-à-dire qu'en fait, quand ils ont estimé le coefficient de corrélation entre la croissance du PIB et la croissance de l'espérance de vie, le coefficient qu'ils ont estimé, c'était le bêta moins alpha sur rho, c'est-à-dire qu'en fait, ça incorporait le niveau, ça incorporait la convergence. Et c'est ça qu'ils n'ont pas compris. Eux, ils ont attribué ça à un phénomène malthusien, alors qu'en fait, tout ce qu'ils faisaient, c'était en fait d'avoir un phénomène de convergence. Alors, ce qu'il faut faire dans ce cas-là, c'est-à-dire qu'il faut faire une régression où vous pouvez régresser la croissance du PIB sur la croissance de l'espérance de vie, mais vous devez contrôler pour le niveau initial de l'espérance de vie, ce qu'eux ne font pas dans leur régression. Voilà, donc c'est ce que nous faisons là. Nous faisons une régression de ce genre.
croissance du PIB dépend de la croissance du log de l'espérance de vie. Donc le premier terme est un terme à la Lucas, un terme comme dans Acemoglu-Johnson, mais nous rajoutons le troisième terme qui est un contrôle pour le niveau initial de l'espérance de vie. Et bien de faire ça. Alors d'abord, juste une petite chose avant que je fasse ça pour vous montrer l'importance de la convergence. Vous voyez, regardez, la convergence entre 60 et 2000, regardez la croissance du PIB par tête entre pays développés et pays en développement. Vous voyez que le PIB par tête a augmenté plus dans les... donc ça, j'imagine que c'est en quoi? C'est en... Les chiffres que j'ai, le GDP par capita, c'est en dollars. En dollars. Donc en dollars par... Et donc ça a demandé beaucoup plus... Vous voyez que l'augmentation est plus grande pour les pays développés que pour les pays en développement. Mais regardez par contre, pour ce qui est espérance de vie, l'augmentation est plus importante l'augmentation est plus importante en nombre d'années pour les pays en développement que pour les pays développés. Donc vous voyez, le problème de la convergence, c'est une chose très très importante. Et maintenant, le fait est que quand on contrôle en fait, donc Johnson, Acemoglu, eux, ils régressent simplement la croissance du PIB par tête sur la croissance de l'espérance de vie, et là, ils ont quelque chose de négatif. Alors que si on régresse la croissance du PIB par tête sur le niveau initial de l'espérance de vie, on a quelque chose de positif. Et nous combinons les deux. Et quand on combine les deux, donc là, on a la régression d'Acemoglu-Johnson. Là, on a la régression de Lorenzen, Vatsiar, Macmillan, qui, eux, ne font que régresser, qui font une régression pure Nelson-Phelps. Et nous, on fait une régression, en fait, à la Lindahl-Kruger, où on régresse sur les deux. Et vous voyez que les deux coefficients augmentent. Les deux sont positifs. Et les deux sont on a un coefficient plus élevé, ce qui n'est pas surprenant, sur le niveau initial de l'espérance de vie. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait? On réconcilie la macro vers la micro. La micro, les études micro vous disaient que la santé était bonne pour le développement. Eh bien, les études macro qui vous faisaient croire le contraire, c'était des études qui ne savaient pas interpréter les chiffres qu'ils obtenaient. Quand vous les faites correctement, comme vous le faites ici, eh bien, alors là, c'est une régression en méthode des moindres carrés. Vous pouvez faire la régression en instrumentant. Alors là, on utilise les mêmes instruments que dans Lorenzen, Macmillan, Vatsiar, malaria, indice géographique, etc. Et on obtient les mêmes résultats en instrumentant que ceux qu'on obtient en OLS. Le dernier tableau que je veux montrer, c'est un tableau sur l'OCDE. C'est un tableau, c'est qu'on peut aller plus loin. À partir du moment où on sait que la santé, c'est bon pour la croissance, on peut vouloir désagréger. On peut vouloir dire, mais on va être intéressé, quel âge? C'est important d'investir sur quel âge? Est-ce que c'est le jeune âge, le vieil âge? On peut s'intéresser aussi au type de maladie. Ça, on est en train de recommencer à regarder. Est-ce qu'on veut les maladies cardiovasculaires, le cancer? On peut regarder par maladie pour essayer de donner la notion d'une valeur de la santé, d'amélioration des performances dans ces maladies. Ce qui est intéressant, c'est qu'on montre qu'en fait, c'est surtout moins de 40 ans, c'est surtout l'amélioration de l'espérance de vie des moins de 40 ans qui a l'air d'avoir une importance grande. C'est-à-dire, alors évidemment, c'est-à-dire de la santé des moins de 40 ans. Et donc, parce qu'on pense que c'est parce que c'est là que les capacités cognitives, que l'impact sur les capacités cognitives est le plus sensible probablement. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut, à partir du moment où on se convainc que la santé a une valeur, eh bien, on peut alors, de manière beaucoup plus précise, essayer d'estimer cette contribution de la santé à la création de valeur et de voir si on devait cibler sur les âges ou sur les maladies, ou etc., comment le réaliser. Je crois que j'ai épuisé largement mes 10 minutes, donc voilà. Donc je voulais juste conclure avec ce point-là. Merci beaucoup voilà, merci. Bonjour à tous. Je voudrais vous présenter, au titre des enjeux et des leviers de la productivité, deux études qui ont été effectuées au sein de la chaire Transition démographique, Transition économique donc de l'Université Paris-Dauphine. Alors la première étude que je vais présenter a été effectuée avec Hector Toubon, qui est chercheur associé à cette chaire, et est relative aux enjeux de productivité. Alors, le phénomène du vieillissement va se caractériser en France par la croissance très accélérée du nombre des plus de 60 ans, de 13 millions actuellement.
on devrait passer à 21 millions en 2035. À l'évidence, les dépenses sociales qui sont les dépenses donc, que je vais considérer ici, ce sont les dépenses de retraite et les dépenses de santé. Ces dépenses sociales croissent plus vite que le PIB depuis plusieurs décennies. C'est une constante depuis plusieurs décennies et dans tous les pays développés, la croissance de ces dépenses est plus rapide que celle du PIB. Par exemple, les dépenses de santé, on estime qu'en règle générale, elles ont cru de 1 point de plus, voire 2 points de plus que le PIB. Donc le financement de ces dépenses sociales est finalement pèse sur les actifs et va limiter l'accroissement de leurs revenus. Alors, il y a une statistique tout à fait intéressante depuis les années 80 que l'on peut tirer des études de l'INSEE sur les relations entre la croissance du revenu net et les gains de productivité. C'est ainsi que sur la période 83-2007, on constate que le salaire net, donc le salaire après prélèvement obligatoire de toutes les cotisations sociales, etc., ce salaire n'a progressé par tête que de 0,8% par an en moyenne. Alors que les gains de productivité, eux, progressaient de l'ordre de 1,5% par an. On voit donc qu'il y a une différence relativement considérable, ce qui expliquait d'ailleurs une des conclusions de l'INSEE dans son rapport de 2009, c'est que les prélèvements sociaux sur cette période ont relativement contribué finalement à peser pour expliquer une croissance du salaire net relativement plus faible que celle des gains de productivité, que celle que l'on aurait pu attendre s'il n'y avait pas eu de dépenses supplémentaires dans le domaine social. Alors la question qu'on peut se poser, c'est que est-ce qu'à l'avenir, est-ce que dans les 30, 20, 30, 40 prochaines années, est-ce que ce décalage entre le salaire net et le salaire brut pourrait s'aggraver compte tenu du choc démographique, compte tenu du fait que l'on va passer de 13 millions de plus de 60 ans à 21 millions et qu'en parallèle, la population active va progresser relativement peu. On a vu ce matin les ordres de grandeur. Là, on peut considérer que la population active, d'ici 2035-2050, va quasiment stagner ou en tout cas croître à des taux très faibles de l'ordre de 0,1-0,2% par an. Alors, on a essayé de répondre à cette question en utilisant les projections actuelles, mais ces projections, on constate que d'une manière générale, elles ne permettent pas de répondre à la question parce qu'elles ont des hypothèses, notamment de productivité, tout à fait différentes. Que ce soit les hypothèses par exemple, des études faites par le corps avec des hypothèses de productivité de l'ordre de 1,5 ou 1,8 par an, que ce soit les études, les projections dans le domaine de la santé, où on imagine des productivités à venir qui peuvent aller de 1,5 à 2%. Donc il y a une différence importante. Donc on a essayé de faire une étude exploratoire à très grands traits pour voir quel pourrait être l'ordre de grandeur de ce prélèvement si on projetait les tendances 2001-2007. On part du constat qu'entre 2001 et 2007, donc avant la crise, les dépenses croissaient à un certain rythme. Par exemple, les dépenses de santé croissaient au rythme de 3,1% par an. Les dépenses de retraite, par exemple, la croissance d'une retraite était de l'ordre de 1,1% par an en moyenne, etc. Et on va essayer de voir quel est le prélèvement qui pourrait en résulter si ces tendances stylisées étaient conservées à l'avenir, compte tenu du fait que là, on est en présence d'un choc démographique, donc croissance des plus de 60 ans et population active quasiment stagnante. Alors le résultat, vous les avez sous les yeux. Si la productivité, les gains de productivité sont de l'ordre de 1,2%, ce qui est la tendance 2001-2007 par tête, on trouve que le prélèvement annuel sur le revenu d'un actif, le revenu après prélèvement obligatoire, pour simplifier, ce prélèvement va être très important, 0,9%, et le taux de croissance du revenu en quelque sorte résiduel, 0,3%. Bon, ça illustre le fait qu'avec des gains de productivité relativement faibles, comme ceux qu'on a eus en 2001-2007, les tendances paraissent, ça peut être discuté, mais paraissent relativement difficiles à soutenir dans le long terme.
Par contre, si les gains de productivité sont de l'ordre de 1,5 ou 1,8%, comme par exemple le suppose le corps dans ses projections, on voit que le prélèvement est beaucoup moindre. Alors d'une manière générale, il nous semble que le poids des dépenses de santé dans le PIB va dépasser celui des dépenses de retraite, compte tenu de l'effet de structure, compte tenu du fait des dépenses aussi par âge dans le domaine de la santé, et que ce prélèvement va devenir très important si les gains de productivité continuent à être aussi faibles. Néanmoins, ces gains de productivité de l'ordre de 1,5 à 1,8% sont des gains de productivité que les meilleures économies développées ont réalisées sur cette période. Donc, c'est relativement encourageant, c'est-à-dire qu'effectivement, la France, si elle a rattrapé ses gains de productivité, serait en meilleure situation pour financer ses dépenses sociales. Alors, sur le caractère soutenable des dépenses, très rapidement, ça pose évidemment beaucoup de questions. Est-ce que les ménages sont sensibles aux revenus bruts ou aux revenus nets? Quel est le niveau d'acceptation sociale? On n'a pas la prétention d'y répondre. Mais on peut attirer l'attention sur le fait que si les gains de productivité sont faibles, ces dépenses sociales vont confisquer une bonne partie des gains et que le pouvoir d'achat qui sera réservé aux autres biens et services sera relativement faible. Et donc, ça pose la question, par exemple, de l'accroissement du pouvoir d'achat qui pourrait servir à l'achat des nouveaux matériels, que ce soit électronique, informatique, ou des biens verts, par exemple, compte tenu de la transformation de l'économie. Donc, on en a tiré une conclusion. Il nous semble important pour l'avenir de faire des projections de l'ensemble des dépenses sociales et des prélèvements sur les actifs. Ça serait de nature à éclairer les décisions des pouvoirs publics. La deuxième étude a été effectuée avec Jacques Pelletan et Ghislaine Kétani, qui sont à cette table, sur les leviers de la productivité d'une manière générale dans une économie vieillissante. On a essayé de recenser l'ensemble des travaux marquants. Et de ce point de vue-là, c'est plutôt rassurant. On en a trouvé plusieurs centaines de travaux marquants sur l'effet du vieillissement, sur les leviers de productivité dans une économie. Et je vais essayer d'en faire une synthèse de la synthèse, donc d'aller assez rapidement. Le processus de vieillissement est aussi un processus de rajeunissement. Et ça nous paraît fondamental, et ça va dans le sens de ce que Philippe Aghion a présenté. C'est-à-dire que les dépenses, d'une manière générale, qui expliquent le vieillissement, sont aussi des dépenses qui contribuent à la productivité des actifs. Et que donc, on doit prendre en compte cet élément de rajeunissement. La productivité individuelle, c'est un vaste débat. Est-ce qu'elle diminue? Est-ce que c'est une contrainte ou non? Il nous semble, de ce côté-là, que les études, même lorsqu'elles prouvent qu'il y a une légère décroissance après 50 ans, néanmoins, constate que cette productivité des seniors reste supérieure à ceux de ceux qui ont moins de 30 ans. Que donc, là, il y a un facteur d'optimisme. On n'assiste pas, en fait, réellement à une baisse de la productivité massive au-delà de 50, 60 ans. Et donc, ça laisse un espoir sur les gains de productivité des seniors. D'autre part, oui, alors je vais essayer d'accélérer. L'investissement dans le capital humain représente un grand espoir, parce que toute une série d'études montrent à quel point l'éducation supérieure est un facteur de gain de productivité à long terme. La santé, ça vient d'être développé, donc je passe sur, par contre, ce qui nous semble être une menace sur l'innovation et le renouvellement des entreprises. Toute une série de travaux insistent sur le fait que la capacité d'innovation pourrait baisser, que la créativité également pourrait baisser, en tout cas que l'âge de la créativité des chercheurs semble reculer, que ça pourrait se traduire par de moindres créations d'entreprises. Or là, vous savez que le renouvellement des entreprises, d'une manière générale, contribue au gain de productivité. On estime que de l'ordre de 20 à 40% du renouvellement des entreprises est de nature à contribuer au gain de productivité. Et donc, on peut avoir une inquiétude, compte tenu de l'aversion au risque qui semble aller avec l'âge. Mais il y a un facteur d'espoir, c'est que les études soulignent aussi qu'un facteur peut-être très important dans l'aversion au risque, c'est le facteur d'éducation, et que plus l'éducation est importante, plus le niveau d'éducation est important, moins on est averse au risque, notamment dans la création d'entreprises. Les nouveaux marchés, de notre point de vue, pourraient représenter également une opportunité.
C'est le couplage avec l'apparition de produits innovants dans le domaine de la santé, la dépendance, qui est un grand sujet qui va être traité sous forme de débat national l'année prochaine et qui va nécessiter des efforts de financement. La dépendance est un exemple même de domaine qui pourrait donner lieu à innovation et donc à des retombées positives sur l'ensemble de l'économie. Pour conclure, sur les leviers prometteurs, bien évidemment, qui sont l'investissement dans l'éducation supérieure et la santé, et qui posent de nouvelles questions sur l'efficacité de ces investissements et sur les effets d'éviction. Alors, exemple d'effets d'éviction, à mon avis, très actuel. Faut-il augmenter les dépenses et dans quelle mesure, par exemple, sur la dépendance? Est-ce que ceci ne risque pas de pénaliser les investissements d'avenir, notamment en faveur de la santé des moins de 40 ans, quand on voit qu'une des retombées des études de Philippe Aghion met en évidence l'investissement dans la santé des moins de 40 ans, on peut se poser la question des éventuelles évictions entre ces deux types d'investissements. Voilà. Et une dernière réflexion sur la nouvelle frontière technologique. Il nous semble que la nouvelle frontière technologique qui se dessine va intégrer de plus en plus la santé, les biotechnologies, et qu'à l'évidence, la France, qui est dans une position relativement forte dans le domaine de la santé, avec une industrie pharmaceutique qui est quand même une des premières d'Europe, même si elle a reculé depuis ces dernières décennies, a peut-être une chance à saisir dans la convergence entre les technologies de l'information et de la santé, et que ça pourrait beaucoup contribuer finalement à développer les gains de productivité dans les prochaines décennies. Merci de votre attention. Donc, bonjour, je vais vous parler du rôle du capital risque dans une économie vieillissante et comment le capital risque peut aider à développer de nouvelles innovations liées au vieillissement. Donc, nous sommes les sociétés occidentales se situent donc dans un nouveau défi qui est celui du vieillissement. Et ce vieillissement se traduit par à la fois un prolongement de l'espérance de vie, une augmentation de la part des plus de 65 ans dans la population, ainsi qu'une augmentation de l'âge moyen de la population. Cette transition pose des nouveaux défis qui n'ont pas été envisagés en général par les politiques publiques et les gouvernements et nécessitent une réorganisation profonde de nos sociétés. Donc, cette réorganisation se fera à la fois au niveau donc des entreprises, de la manière de travailler, donc un niveau plutôt organisationnel, mais aussi par rapport aux défis des populations vieillissantes et notamment les nouveaux problèmes médicaux qui vont surgir pour toute une frange de la population. Tous ces défis, en fait, peuvent être vus comme une opportunité de développer des innovations. Donc, on peut voir plusieurs sortes d'innovations qui peuvent survenir dans une société vieillissante. On a bien entendu, on pense tous aux innovations médicales qui permettront à tout un chacun de traverser les dernières années de sa vie en meilleure santé, mais aussi les besoins en termes d'innovation dans les infrastructures. On pense qu'une population qui est plus âgée ne va pas prendre, par exemple, le métro ou le tram de la même façon. Et donc il y a par exemple de nouvelles technologies qui sont développées au MIT, par exemple, pour la conduite assistée des personnes âgées. Donc c'est toute une série d'innovations qu'on ne connaît pas aujourd'hui qui vont être développées pour les besoins d'une population âgée. Donc enfin, la dépendance des personnes âgées pose un sérieux problème mais présente aussi une opportunité
d'innovation pour accompagner les personnes en dépendance, que ce soit en termes de médicaments, mais aussi de robotique, et plusieurs secteurs seront touchés. Donc le vieillissement, ce n'est pas une source de décroissance selon cette présentation, mais plutôt une opportunité future d'innovation. Alors, comment le capital risque peut aider dans ce contexte à développer ces nouvelles façons de penser et ces innovations? Tout d'abord, je définis le capital risque pour les gens qui ne connaîtraient pas dans la salle. Le capital risque, c'est un secteur d'intermédiation qui se spécialise dans le financement des jeunes entreprises innovantes. Et généralement, c'est un investissement non coté. Ces jeunes entreprises développent en général des innovations radicales et qui présentent un profil très risqué. Donc, de nombreuses études académiques ont montré que le capital risque jouait un rôle très important dans la diffusion de cette innovation radicale, et notamment dans le cas des biotechnologies, secteur qui nous intéresse plus particulièrement dans la problématique du vieillissement. En effet, tout le secteur des biotechnologies est financé principalement par le capital risque. Donc, ces biotechnologies ont introduit une nouvelle façon d'organiser la recherche médicale et pharmaceutique, puisque de plus en plus les compagnies pharmaceutiques s'appuient plutôt sur des entreprises biotechnologiques pour innover et introduire de nouvelles molécules dans leur pipeline. Le capital risque peut jouer, à mon avis, un rôle important parce qu'il va rediriger une partie de la R&D appliquée vers des secteurs qui ne sont pas envisagés par les industries traditionnelles. Donc, par exemple, l'industrie automobile et donc ne pense pas à développer des technologies spécifiques pour la population vieillissante, mais on peut très bien voir qu'une petite start-up va se spécialiser dans ce secteur et qu'elle sera financée par le capital risque. Cependant, nos recherches ont montré que les marchés de capital risque ne fonctionnent pas de manière efficace si on les laisse tout seuls. Donc, d'abord, le capital risque s'insère dans tout un écosystème d'innovation avec des clusters spécialisés, par exemple des technopoles liés aux universités. Je vous réfère par exemple aux travaux de Philippe sur la R&D des universités. Et donc, cette R&D peut être utilement complétée par le capital risque. De plus, nos recherches récentes montrent que dans un marché de capital risque efficace, il est intéressant d'avoir à la fois une spécialisation des capital risqueurs, par exemple dans les technologies plus particulièrement liées au vieillissement, ainsi que on a montré qu'il y avait des conditions spéciales pour que les marchés de capital risque soient efficaces, à savoir qu'il doit y avoir un assortiment entre capital risqueurs et entrepreneurs, c'est-à-dire que les bons capital risqueurs, dit très simplement, doivent être assortis avec des très bons entrepreneurs pour que le marché fonctionne. Bien entendu, les marchés du capital risque demandent une intervention publique plutôt donc massive. Elle peut se faire par divers moyens. Divers moyens, c'est-à-dire la fiscalité tout d'abord, mais aussi des subventions plus directes par rapport à la fois aux entrepreneurs et aux capital risqueurs. Donc, pour conclure, je pense que le capital risque va jouer un rôle de plus en plus important alors que nos sociétés sont en train de faire leur transition démographique et peuvent apporter un supplément d'innovation dans la direction technologique recherchée par nos sociétés. Non, ça va. Je crois que je dois d'abord m'excuser.